À la fin de cette vidéo, vous allez me détester, c'est certain. Il y a des choses qui vont être dites, des avis qui vont être donnés, qui vont pas plaire à tout le monde. Il y a quelques jours, je me questionnais sur les habitudes populaires en termes de dev perso, en termes de productivité. Je me demandais, est-ce qu'il y a certaines habitudes qui sont trop surcotées par rapport à ce qu'elles sont vraiment? Au contraire, est-ce qu'il y a des habitudes sous-cotées dont peu de personnes parlent ou que peu de personnes font, hors évidemment des sphères de productivité de dev perso d'internet. Et donc partant de là, je vous ai posé la question sur Instagram et sur YouTube, je vous ai demandé de me balancer toutes les habitudes populaires que vous connaissiez pour que moi après je puisse les juger dans mon coin. Il y a un défi dans cette vidéo, c'est que moi j'aime pas trop être clivant en fait sur certains trucs, j'aime bien faire l'avocat du diable, j'aime bien dire oui mais, non mais, donc là ça va vraiment être le défi d'arrêter ma position. Voilà, je vais essayer le plus possible de faire ça. Je sais pas si ça va être facile, mais on tente le coup. Première habitude de la liste, le monk mode. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, le monk mode, c'est le mode moine. Comme son nom l'indique, c'est le fait de s'enfermer pendant une certaine période pour être ultra productif, pour abattre des tâches. Avant, j'aurais dit surcoté. En fait, avant, j'avais une vision de l'équilibre entre le travail et la vie perso très stricte. Pour moi, équilibre, ça voulait dire 50-50. En gros, 50% de taf, 50% de vie perso. Alors que derrière ce terme d'équilibre, je pense qu'il y a plus que ça. Je pense que l'équilibre, c'est savoir à quel moment s'investir dans quoi. Quand tu es en vacances, tu travailles 0% du temps. Donc tu as une répartition 100% vie perso, 0% travail. Partant de là, je vois pas pourquoi on pourrait pas de temps en temps s'enfermer dans une pièce sombre pour être en mode monk mode et charbonner sur un projet. Sous-côté pour la simple et bonne raison que de temps en temps, il peut être intéressant d'avoir cette notion de sacrifice. Après, c'est pas une excuse pour faire ça toute l'année, parce qu'après, du coup, ça s'appelle plus le monk mode, en fait, parce que t'es pas dans un mode particulier, c'est juste ta vie, en fait, qui est comme ça. De temps en temps, c'est cool, mais faut pas non plus abuser. Alors, évidemment, une habitude qui revenait souvent, c'est peut-être dû à mon audience, c'est la lecture. J'ai eu lire 1 heure chaque matin, j'ai eu lire régulièrement, voilà, la lecture en général. Les gars, évidemment, sous-côté. Les gens ne lisent pas. Peut-être que vous allez me dire que vous lisez, mais on est dans peut-être un microcosme de gens qui lisent aussi. Ça a un lien peut-être avec mon audience, parce que je parle aussi de livres et tout. La dernière fois, je parlais avec un pote, et c'est aussi ça le problème. Les gens pensent qu'il faut commencer par lire 1 heure par jour. Alors moi je suis pas un exemple de mec qui lit énormément. En vrai, je suis même pas dans les délires de lire 100 livres par an et tout. Je pense que je dois être à, je sais pas, peut-être une 40aine de livres par an. Un livre en général, ça me tient, je dirais, on est sur une solide moyenne de 10 jours. Parce qu'il y a des livres des fois qui sont très longs. Par exemple, si je lis une fiction de 500 pages, bah, ça peut me prendre 3 semaines parce que je lis qu'1 heure par matin. Si je lis un livre assez court de non-fiction, ça peut aller très vite. Et pour revenir à cette histoire, mon pote me disait ouais mais j'aimerais bien commencer à lire 1 heure par matin, mais j'ai pas le focus. C'est comme si j'avais un peu le don d'avoir le focus de lire 1 heure chaque matin. Mais ce que j'explique souvent, c'est qu'il faut commencer petit. Encore une fois, je suis pas le plus gros lecteur du monde, mais tu vas pas voir un footballeur professionnel en lui disant comment tu fais à t'entraîner 8 heures par jour. Enfin, commence d'abord à avoir une bonne conduite de balle. Pareil avec la lecture, en fait, commencez petit, lisez des trucs qui vous font plaisir aussi. Écoutez pas forcément toutes les lectures qu'on vous donne sur internet. Tout se trouve dans les livres, même ce que je vous dis là, toutes mes idées, tout se trouve dans les livres. Petit tips, lisez et arrêtez de regarder mes vidéos. Non, je rigole, continuez. Troisième habitude qui est beaucoup revenue, alors là, la méditation. Les gars, j'ai dit que j'allais être clivant. La méditation, c'est surcoté. La méditation, au sens littéral du terme, comme on l'entend souvent, c'est-à-dire se concentrer sur sa respiration en pleine conscience, pour moi, c'est surcoté. J'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai réessayé. En fait, les gens adeptes de la méditation, c'est un peu comme les fans de One Piece. Le fan de One Piece, pour ceux qu'on la ref, il dit mais oui, mais c'est nul jusqu'à l'épisode 500. Après, à l'épisode 500, t'inquiète, ça devient bien. Bah, les gens qui méditent, c'est pareil. C'est en gros, ouais, il faut que tu médites 15 minutes, 20 minutes pour que ce soit bien. Mais par exemple, je parlais de la lecture juste avant. La lecture, même 20 minutes par jour, c'est bien. Donc, à un moment donné, si tu me dis qu'il faut que je commence à méditer 30 minutes pour pouvoir rentrer dans un état de repos, de pleine conscience, etc., je veux bien, mais autant, non, en fait. J'ai essayé progressivement, 2, 3, 5, 6, je me suis approché des 10 minutes presque, mais on m'a dit, ouais, il faut méditer 20 minutes et tout. Donc pour moi, surcoté. Ah, j'ai dit que je développais pas, que je faisais pas l'avocat du diable. En vrai, il y aurait des choses à dire sur le fait que c'est pas surcoté, mais je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus, venez débattre en commentaire. Un commentaire particulier qui est venu juste après la lecture et que j'avais envie de mettre en exergue. L'incitation à la lecture, bizarrement, jamais de la littérature, mais d'énième livre à la con de développement personnel. Alors, les livres de développement personnel, c'est surcoté, mais c'est surcoté à l'échelle d'une vie, sur une certaine période de temps, et j'ai fait toute une vidéo sur la question, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Ça peut être cool.
pour avoir des bases. Maintenant, Raphaël, déjà il y a un jugement de valeur, hein, livre à la con de développement personnel. En fait, il y avait une vidéo très intéressante de Elisabeth Phillips que j'avais vue il y a quelques mois de ça. Si je la retrouve, je vous la mettrai en description. Elle revendique beaucoup le fait de lire des fictions et d'arrêter de lire du dev perso. Mais elle a quand même lu beaucoup de dev perso. Et donc elle expliquait dans sa vidéo que le développement personnel, c'est une bonne base pour avoir en gros la gymnastique de voir des leçons dans certains ouvrages qui ne donne pas ces leçons de vie explicitement. Tout simplement, si tu lis de la grande littérature, tu peux avoir le niveau 1 de compréhension qui va être juste lire l'histoire, mais derrière, il y a des messages, il y a des réflexions sur la vie, des trucs profonds, etc. Donc pour moi, livre de dev perso et lire que ça toute sa vie, ultra surcoté. Par contre, penser que ça ne sert à rien, non, lisez. Si vous voulez commencer par lire du dev perso, moi je vous incite à commencer. Voilà, je suis peut-être un gourou, mais après, oui, évidemment, partez sur autre chose. Une technique qui est beaucoup revenue aussi, c'est la technique du Pomodoro. Je m'attendais pas à la voir ici. Alors pour ceux qui savent pas, la technique du Pomodoro, c'est le fait d'être en full focus pendant 25 minutes et faire, si je dis pas de bêtises, 5 minutes de pause toutes les 25 minutes, et tous les blocs de 4 fois 25 minutes, on fait 30 minutes de pause. Enfin, c'est modulable en fait, le temps est modulable, mais l'idée est là. En gros, tu te mets pendant une période assez courte pour être soutenable et pour pouvoir te mettre au travail et pour pouvoir être déterminé, tu lances le timer et tu t'y mets. Avec le temps, ton focus va augmenter, donc tu pourras faire des périodes plus grandes, et tu fais des petites pauses pendant lesquelles tu vas pas sur TikTok, tu vas pas sur Instagram et tout, pendant lesquelles juste tu te poses, et après tu reprends derrière. C'est archi sous-côté. C'est vraiment la meilleure technique de productivité de tous les temps. C'est ultra puissant parce qu'en gros, il y a vraiment cette notion que je retrouve aussi dans les plans de 90 jours dont je parle souvent, c'est la notion de temporalité assez longue pour accomplir quelque chose, mais assez courte pour pouvoir se mettre au travail et être déterminé. 25 minutes, c'est pas grand-chose. C'est toujours la même histoire que les 10 minutes de lecture dont je te parlais juste avant. Quand tu te dis que la tâche va pas être énorme, tu t'y mets, et moi je me suis déjà retrouvé après les 25 minutes, même si de base je crois que c'est pas trop conseillé, mais de continuer dans le flow de mon travail et d'être parti pour plusieurs heures. Malheureusement, je le fais pas tout le temps, mais quand j'en fais, je suis plus sur des sessions de 50 à 70 minutes, moi ça me va. Mais en vrai, commencer par 25 minutes, c'est déjà ouf. Le Pomodoro ultra sous-côté. Alors il y a un truc qui est beaucoup revenu aussi, à ma grande surprise, c'est les affirmations positives et la manifestation de manière générale. J'effleure un peu le sujet dans ma vidéo Le piège du bonheur, si ça t'intéresse, je te la mets en fiche. Va la checker, mais les affirmations positives c'est surcoté. C'est surcoté. Ah, je vais me mettre dans une de ces sauces, on va me lancer des sorts chamaniques après, genre, les gars qui font des affirmations là. En fait, le problème de l'affirmation positive, c'est que ça se base, je saurais pas nommer ce biais, je sais qu'il y a un nom, c'est pas un biais du survivant, mais c'est un type de biais du survivant où en gros, tu te mets dans une certaine prédisposition mentale parce que t'as écrit des affirmations sur un cahier. Du coup, tu es productif au quotidien et tu crois que c'est les affirmations positives qui ont ramené des vibrations à ta vie pour accomplir des choses. Alors que non, en fait, faut pas tout confondre. Certes, peut-être que le fait d'avoir écrit sur un cahier, ça t'a mis dans une certaine prédisposition pour être productif, pour faire des choses au quotidien et être déter. Peut-être, ça enclenche quelque chose. Maintenant, le fait de devoir écrire des mots dans un certain ordre, de devoir être dans l'affirmative. Limite, il y a une science, il y a des mathématiques de l'affirmation positive, juste pour attirer certaines vibrations, sur côté de zinzin, comme disent les jeunes. Sur ma vidéo Le piège du bonheur, j'avais fait un appel aux 1000 likes, j'ai dit que je faisais un défi affirmation positive. Les 1000 likes n'ont pas été atteints parce que j'ai dit ça sur le moment et je me rendais pas compte que pour l'époque c'était énorme. Si vous voulez aller faire péter cette vidéo et faire atteindre les 1000 likes, je le ferai ce défi. Mais aujourd'hui on a dit qu'on était clivant, donc les affirmations positives... Petite question à la volée comme ça, iPhone programmé pour être en noir et blanc pendant les horaires de travail. La seule manière d'être productif pendant tes horaires de travail, c'est de ne pas avoir d'iPhone avec toi. C'est tout, il n'y a pas de mettre l'iPhone en noir et blanc, ça c'est les hacks qu'on donnait en 2016 en mode minimalisme digital, avec ton iPhone en noir et blanc, il va être moins addictif, etc. C'est archi surcoté. Si tu veux être productif, coupe les distractions, point. Tu seras à un clic de remettre ton iPhone en couleur et crois-moi, ça ne marchera pas, c'est surcoté. Alors j'ai eu la question du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, et là c'est que mon avis perso, comme toute cette vidéo évidemment, mais pour moi le jeûne intermittent c'est sous-coté. En vrai, je vais pas rentrer dans ce que ça fait pour la santé, les bienfaits du jeûne, etc. Je laisserai les gens qui connaissent mieux que moi en parler en commentaire et si vous voulez voir d'autres vidéos. Mais en fait à l'époque, ce qui s'est passé c'est que par un concours de circonstances, j'ai commencé à arrêter de manger le matin. En fait je m'entraînais à la salle très tôt et je m'entraînais au poids de corps. Ce qu'il fallait c'était que je sois léger pour pouvoir avoir des bonnes performances. Et du coup je me suis forcé à arrêter de manger le matin. Et niveau énergie, j'ai une super énergie, donc pour moi c'est sous-coté. Quoique en vrai c'est coté par les gens quand même. Mais je pense que c'est quand même une bonne habitude. C'est une bonne habitude dans mon cas. Après si vous aimez pas, c'est à vous d'essayer en vrai. Moi j'appelle même pas ça le jeûne intermittent, c'est juste que factuellement c'est ce que je fais en fait. J'arrête de manger le soir à 20h. C'est
bien, c'est cool, c'est très cool le jeûne intermittent, j'aime bien. Même si encore une fois, je suis pas dans cette dénomination, enfin je suis pas là pour vendre le truc absolument, je m'en fiche un peu. Si vous vous sentez bien en mangeant pas le matin, ne mangez pas le matin, y a rien qui démontre aujourd'hui fondamentalement que pas manger le matin ça va vous faire du mal. Toutes ces histoires de le matin c'est le déjeuner du prince, ou je sais plus quel terme on employait, c'est des histoires de commerciaux ça. J'ai aussi eu évidemment la fameuse Miracle Morning, se lever tôt, faire une série d'actions, etc. Mais quand on parle de Miracle Morning, je pense qu'on entend souvent le fait de se lever assez tôt par rapport aux autres. C'est surcoté, ça dépend de vos rythmes en fait. Si vous vous sentez bien le matin, levez-vous tôt le matin. Si vous vous sentez bien en travaillant le soir, travaillez le soir et levez-vous plus tard le matin en fait. Il n'y a pas une réponse générale à ça en fait. Il faut pas essayer de généraliser tout. C'est comme si sur le jeûne intermittent dont je viens de vous parler, je vous assurais absolument que ça allait vous rendre plein d'énergie. En fait, moi ça me rend plein d'énergie, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Maintenant c'est pas une vérité générale. Très souvent à partir de 20h, 21h, mon cerveau il est grillé, je peux plus travailler. Donc c'est mieux que je me lève tôt et en plus je me sens bien tôt le matin. Adaptez-vous au chronotype et lisez Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Excellent livre qui vous en apprendra un peu plus sur tout ça. Alors j'ai eu plusieurs questions aussi en rapport avec la gestion des émotions, le fait de savoir les accepter, le fait de savoir les contrôler, de voir toujours les bonnes choses dans ce qui nous arrive. Pour moi là il y a deux niveaux d'analyse de cette question là. La première c'est au niveau microcosme des gens qui s'intéressent à ce genre de choses, à la philo, au dev perso, à toutes ces choses là. À ce niveau là, c'est surcoté. Il y a beaucoup de gens qui se mettent beaucoup de pression avec ça, et c'est un mec qui a fait une vidéo sur le stoïcisme il y a quelques semaines qui vous dit ça, ouais, quel paradoxe. D'ailleurs à ce propos, j'ai vu une vidéo passer de Paolo Z, je pense que vous connaissez peut-être sa chaîne, qui a fait une vidéo sur ça il y a quelques jours, et qui disait qu'en gros, pendant longtemps il se mettait la pression avec cet idéal stoïcien, et que en fait il a remarqué au final, au fur et à mesure de son cheminement, que un homme c'était aussi fait pour rire, pour pleurer, pour des fois se mettre en colère, enfin toutes ces choses-là. C'était assez intéressant d'avoir ce point de vue-là, et c'est vrai qu'en fait, dans ce milieu-là, il y a une tendance à se mettre la pression en fait avec ces idéaux à l'échelle de la population, c'est-à-dire qu'on sort de tout ça et qu'on discute avec des gens dans la vraie vie, si j'ose dire, sous-côté, des fois c'est fatigant. C'est fatigant de devoir faire face à la mauvaise gestion des émotions de certaines personnes, quelque chose qui prend de plus en plus de place, j'ai l'impression, aujourd'hui dans le débat, dans le débat aussi bien privé que public. Et je pense que les gens des fois gagneraient à distinguer en fait leur identité de leur argument déjà, ce qui est pas facile, je suis le premier à le faire, et aussi à pas prendre personnellement les arguments de la partie inverse. Si je te donne un argument sur telles idées que t'as, je t'attaque pas toi en fait, je t'attaque pas toi personnellement, je te donne un argument sur cet avis que tu as, parmi tous tes avis, à un instant T de toute ton existence. Donc c'est ça qui est important à comprendre, c'est pas toi que j'attaque. Une question aussi qu'on m'a posée, que j'ai trouvé intéressante parce que je l'ai vécu, c'est s'expatrier pour être plus heureux. Alors là, pour moi, ça, c'est surcoté. On vous vend beaucoup la vie de digital nomade, la vie d'expatrié à l'année, comme pouvant vous rendre heureux, mais si vous n'êtes pas déjà épanoui dans vos affaires personnelles et professionnelles chez vous, c'est pas en allant voir ailleurs que ça va s'arranger. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, même si on tend à le penser. À l'époque, moi, je voulais être vraiment nomade 12 mois sur 12. En voyageant plusieurs mois dans plusieurs pays, je me suis rendu compte que c'était trop bien d'avoir cette possibilité, cette option dans ma vie de partir un peu quand j'ai envie et travailler d'où je veux en continuant à gagner de l'argent. Ça, c'est un truc que j'adore et que j'adorerai toujours. Par contre, le fait de rester 12 mois sur 12 à l'étranger, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément d'être en permanence déraciné, surtout que souvent les digital nomades peut-être se renferment et recréent une communauté derrière en fait dans le pays d'accueil, jouent pas trop le jeu forcément du pays. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo quand j'étais en Thaïlande, et ça me gêne un peu d'aller dans un pays juste pour rester dans un cocon, si c'est pour aller là-bas et vivre la même vie. Pour moi c'est pas intéressant, donc je préfère partir de temps en temps quelques mois et vraiment vivre la vie du pays. Après évidemment les gens qui se nichent dans le digital nomadisme, ils prêchent pour leur paroisse, j'en connais même personnellement et j'adore ce qu'ils font. En vrai c'est très cool d'avoir des gens qui montrent qu'il y a une autre voie. Mais pour moi, s'expatrier 100% du temps surcoté. Mais c'est bien aujourd'hui de pouvoir avoir la solution de le faire de temps en temps. Pour finir, je pense que je vais prendre quelques habitudes par-ci par-là et je vais dire surcoté ou sous-coté sans même justifier. Prendre des douches froides tous les matins, surcoté. Faire du batch cooking et préparer ses repas à l'avance, sous-coté. Mettre 10% de son salaire tous les mois de côté pour construire une épargne, sous-coté. La gratitude, surcoté. Surcoté, un peu trop coté en fait. Le muscle up, c'est sous-coté. Le journaling, pas besoin de développer, sous-coté. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Une vidéo encore une fois à prendre à la légère. Je fais un disclaimer aussi en fin de vidéo, il y a eu beaucoup de cuts, il y a eu beaucoup de trucs qui vont sauter, beaucoup de ficelles de montage. Donc s'il y a des propos qui vous semblent parfois peut-être manquer de profondeur, évidemment ce n'est pas le but de ce genre de vidéo. J'ai essayé de développer le plus possible, mais en vrai moi je me connais, si je commence à développer chaque point, la vidéo va durer 2 heures. Donc je pense que vous voulez pas des vidéos de 2 heures, sinon on va sur Twitch, on fait des lives. Si
si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Non, plus sérieusement, c'était surtout une vidéo à but divertissant pour voilà rigoler un peu sur certains points que je n'aborde pas forcément dans mes vidéos et un format un peu plus léger pour changer d'habitude. Si ça vous a plu et si vous avez des choses évidemment à dire, parce que je pense qu'il y aura beaucoup à dire, beaucoup de gens qui voudront débattre sur le surcotage ou le sous-cotage de certaines habitudes, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me donner aussi d'autres habitudes et je donnerai mon avis, et aussi vous, entre vous, parlez de vos habitudes tout simplement, débattez, évidemment toujours dans le respect et la bienveillance, c'est important. Et au passage, croyez-le ou non, mais sur plus d'une centaine de réponses, aucune personne ne me parlait de NoFap. Voilà, ça me rassure sur le QI de mon audience. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Pour un contenu un peu plus lifestyle, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux qui s'afficheront à l'écran. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Non, parce que j'aurais bien aimé donner mon avis sur le NoFap. Mais personne m'a posé la question. C'est réel, personne. Donc voilà, peut-être un jour, peut-être que j'en parlerai, peut-être pas. À vous de me le dire.